à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du livre L'Affaire des Affaires, le volume 1, qui est en sélection pour le Festival d'Angoulême 2010 pour le prix du meilleur album. Nous sommes avec les trois auteurs, Denis Robert tout à droite, Yann Lindingre au milieu et Laurent Astier à ma droite. Donc l'Affaire des Affaires, rapidement, je vous explique ce que c'est. C'est le parcours d'un journaliste pour mettre à jour des affaires de corruption bancaire et les difficultés qu'il a pour mener son enquête. C'est inspiré de la vie du journaliste Denis Robert, qui est ici avec nous. Je pense que vous connaissez tous les détails grâce à la presse. Aujourd'hui, nous allons parler surtout du travail d'écriture et du travail artistique. Donc je me tourne vers vous trois et je vous pose la première question. J'aimerais savoir comment naît le projet d'adapter votre histoire en bande dessinée. Comment est venue l'idée ? C'est né de l'amitié que j'ai pour Yann et de la proximité de nos deux maisons. Et en 2006, quand j'étais au cœur de ce bordel médiatico-judiciaire qui est l'affaire Clearstream 2, c'était assez compliqué à vivre parce qu'il y avait beaucoup de pression. Et avec Yann, on faisait des footings en forêt à Châtel-Saint-Germain. Il venait chez moi et pendant qu'on courait, je lui racontais ce qui m'arrivait, enfin des petits détails, des choses comme ça. Et lui, le soir, sur son ordinateur, il faisait des petits dessins qui me renvoyaient, quoi. Donc, au début, on s'est pas dit on va faire un album, 2 albums, 3 albums. Mais j'avais, moi, la conviction que la forme bande dessinée était à ce moment-là de ma vie le moyen le plus approprié de raconter cette histoire. C'est un paradoxe, mais plus l'histoire est compliquée, plus la BD pousse à la simplifier, à la dialoguer, etc. Et Yann avait un sens du recadrage, du storyboard, du scénario qui m'a vachement aidé, parce que moi je partais dans toutes les directions. Et donc on a travaillé comme ça tous les deux, et puis ensuite on a présenté le projet à Philippe Osterman chez Dargaud. Enfin, il y avait deux maisons d'édition qui le voulaient, donc on a pris ceux qui nous filaient le plus d'argent, quoi. Et non, ceux qui étaient les plus motivés pour ça. Et puis ensuite, on a cherché un dessinateur. On en a vu plusieurs, et le meilleur s'est très rapidement imposé. C'était Laurent, quoi. La littérature de Denis était assez épaisse. Si on voulait vraiment comprendre l'affaire, il fallait se coinfrer quelques bouquins de 300-400 pages, et on se rendait compte que ce qui était distillé dans les médias était très très laconique, très superficiel. La communication, les communicants de Clearstream étaient assez puissants, on va dire. Ils arrivaient à imposer une vision de l'affaire à travers la presse. En face, il y avait des bouquins qu'il fallait acheter, qu'il fallait lire, qui étaient assez épais. Et finalement, la bande dessinée, c'était une manière de revenir sur l'affaire. Alors c'est là toute la dimension, on va dire, intéressante de la bande dessinée, c'est qu'on se rend compte que c'est un médium qui permet de relire de manière peut-être plus efficace, plus rapide, plus concise, quitte à renvoyer ensuite sur la littérature, mais ça permet, on va dire, à un lecteur, en 1h30, d'avoir une vision assez claire d'une affaire pour laquelle il serait censé s'investir vraiment davantage dans la littérature. Donc c'était quelque part, c'était utile de faire la BD. Ensuite, Denis, avec sa culture littéraire, c'est là qu'on se rend compte, le rapport à la BD, ce sont des modes de narration complètement différents. Et la sollicitation de Denis par rapport à mon boulot, qui est plutôt un boulot de BD d'humour au départ, c'était revoir cette affaire Clearstream à travers une BD un peu poilante, et là je sentais pas l'affaire comme ça, ce qui fait que pour moi c'était un travail nouveau, c'était une autre manière de regarder mon propre boulot de dessinateur de bande dessinée. C'était, je me prêtais au jeu du matériau, enfin de l'adaptation du matériau de Denis, et c'était pas mon travail habituel de BD. À la limite, c'était plus ce que je fais en tant que prof, mon boulot de pédagogue, à savoir me mettre à la place du lecteur et être sûr qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle page, on garde le fil de l'histoire, on reste accroché. Et je dirais qu'en ce sens, c'est même plus c'est plus de la littérature, c'est plus de la BD, c'est ce qui est écrit au dos du bouquin. C'est ni un roman, c'est ni la réalité, c'est ni de la BD, c'est finalement une œuvre commune.
qui a été complété évidemment largement par Laurent, mais même au niveau du rythme et puis du découpage, c'était vraiment un boulot à 6 mains, mais qui ressemble ni à de la littérature ni à de la BD. J'oserais dire que c'est en quelque sorte un produit un peu nouveau. C'est prétentieux de dire ça, mais inédit, quoi. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la dimension, je dirais, romanesque, dramatique, même parfois comique, dans les attitudes des personnages. Enfin, il y a toute une galerie d'outils qu'on croit plutôt destinés à la fiction. Et alors c'est intéressant parce que le livre en fait est un outil pour pour expliquer que la presse est un créateur de fables. Et j'ai l'impression que vous avez voulu faire un négatif de la presse, c'est-à-dire raconter la vérité, que la fable était peut-être plus puissante. Enfin, les outils romanesques étaient plus forts pour faire sortir la vérité. Je ne sais pas si je me trompe. Bah, c'est assez juste, et moi j'aime bien la lecture que tu as de tout ça, parce que c'est vrai que cette BD est unique. Moi je pense que tu parlais d'un produit, mais c'est une œuvre graphique, un objet complètement particulier dans le paysage, et qui dit les coulisses de la presse, qui dit les coulisses de la politique et de la justice. Et on est vraiment, et on se sert donc je suis devenu un héros de papier, un personnage, et c'est une BD à la première personne quand même, où le personnage est constamment présent, et à travers lui on raconte ses coulisses. Laurent, t'es d'accord ? Alors Laurent, ouais, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, parce que justement, une grande partie de ce sentiment-là passe par la vitalité que tu insuffles aux personnages, qui sont des personnages toujours bondissants ou écrasés sous le poids. Enfin, tu es un dessinateur d'action, tu es connu pour ton talent de scène d'action et tout ça, et c'est vrai que là, tu as donné un caractère proprement là vraiment, j'ai fait un travail particulier en fait par rapport vraiment sur les personnages et sur le graphisme pur. Alors déjà, j'ai beaucoup travaillé avec la matière énorme qu'avait réalisé Yann en storyboard, et j'ai essayé au maximum de fluidifier, et surtout j'ai fait un gros travail sur les personnages, parce que je voulais en fait que le lecteur se mette dans la peau et dans la tête du personnage central, qui est le personnage de Denis Robert en fait. Et du coup, j'ai travaillé différemment en fait. J'ai typé différemment les personnages. Il y avait les personnages proches de Denis et les personnages un peu ennemis, on va dire. Donc les uns étaient plutôt réalistes, voire semi-réalistes. Et je voulais en fait avoir un côté presque cartoonesque pour le personnage de Denis, pour qu'il y ait un espèce d'affect qui d'emblée fasse que le lecteur se sente proche en fait de ce personnage-là et puisse rapidement rentrer en fait dans sa peau. Voilà. Je voudrais rajouter un truc sur ce que tu dis. Finalement, l'angle d'attaque et la comparaison avec la BD, on va dire, Je crois qu'il faut que tu le mettes plus là, comme ça. Ouais. Ah ouais, carrément, oh, c'est fort. Une tradition d'autofiction, on va dire, qui reste encore d'actualité dans la BD, notamment dans les blogs. Pour moi, il y a des grands... Enfin, je suis pas un énorme consommateur de BD d'autofiction, mais il y a, je sais pas, je dis au pif, Joe et Matt, il y a Lewis Trondheim qui ont fait des trucs géniaux. Mais au bout d'un moment, cette espèce d'angle qui devient générationnel de se raconter... Alors il y en a qui savent le faire, je viens de les citer, il y en a plein d'autres. Il y en a qui savent pas le faire, qui prennent ça comme une école, c'est-à-dire... Je vais raconter l'histoire de ma vie, je m'ennuie chez moi, je suis sur mon ordinateur et je vais vous raconter que je suis en train de dessiner. Et là, au moment où je vous parle, je suis en train de vous raconter que je suis en train de vous parler. Là, typiquement, c'est tout le contraire. On raconte une vraie histoire. À savoir, on n'est pas qu'une génération des petits riens. On est trop une génération des petits riens à se raconter des petits riens. Et ça vaut vraiment le coup de raconter qu'un contemporain raconte sa vie et qu'on voit que dans sa vie il se passe des choses et que sa vie est romanesque. C'est devenu rare, quoi, les Jack London, quoi. Et ça vaut le coup d'en faire une histoire, parce que tout ce qu'on peut trouver de comparable aujourd'hui, ce sont des histoires d'autofiction ou de fiction. Et là, on a une histoire qui est tout à fait réelle et qui est du niveau de ce qu'on peut trouver habituellement en fiction.
Alors justement, on abordait les différences entre fiction et réel et tout ça. Alors en fait, par rapport au sujet de la vérité, par exemple, sans rentrer dans les détails techniques et autres, comment on choisit de mettre en scène le récit quand, je pense quand même, j'ai toujours eu le sentiment que ces deux livres étaient destinés à l'authenticité. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui... À ceci près que les avocats, en quelque sorte, de la partie adverse, mais d'une manière très large, veillent au grain. Donc là où il faut louvoyer, là où il faut zigzaguer, c'est quand on sent qu'on risque le procès, tout simplement. Hein, donc effectivement, il y a des noms à un moment donné qui vont pas être les vrais. Les bouquins sont vachement relus par un service juridique et on va dire que ça s'arrête là, quoi. Oui, c'est quand même la première fois dans l'histoire de Dargaud, qui est quand même pas une petite maison, que les huissiers, pour le tome 2, ont amené du courrier très coercitif en disant bon. Si vous publiez cet album, vous aurez des soucis, quoi. Enfin, donc ne publiez pas ce livre. Nous, on l'avait quasiment terminé, donc ils avaient vu sur Internet que le bouquin allait sortir. Et donc Clearstream, via son avocat, qui d'ailleurs est un auteur de bande dessinée aussi, qui s'appelle Richard Malka, a envoyé les huissiers pour tenter de faire peur au PDG de Dargaud en lui disant bon voilà, si vous prenez un risque, parce que Denis Robert est un multirécidiviste de la diffamation, etc., quoi, ce qui est faux. Mais bon, donc c'est aussi il y a aussi un côté ce qui rend l'objet assez électrique et assez unique, c'est qu'on est dans le réel et dans le combat, quoi. Mais la bande dessinée est effectivement une fiction du réel, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé de fictionner. Mais ça s'approche beaucoup plus. Vous savez, moi, je préfère lire Raymond Carver ou Richard Brotigan ou des romanciers ou des gens qui sont dans la fiction. Je trouve qu'ils disent beaucoup mieux le réel, ou Hunter Thompson, que des ouvrages de journalistes ou qui traitent d'actualité. Donc dans l'affaire des affaires, il y a ça, quoi. Il y a une vision, c'est-à-dire, donc, qui est forcément romanesque du monde, mais c'était une vision du réel. Et la BD, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai écrit quand même une vingtaine de bouquins, j'ai fait des films et j'ai fait 2 films sur cette affaire. Et l'affaire des affaires arrive d'ailleurs 10 ans après. Parce que moi, je commence à enquêter en 99 là-dessus, et c'était, je trouve que c'est le média le plus parfait pour, enfin, c'est pas parfait, mais je veux dire, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui se cristallise dans les 2 albums, et ça raconte vraiment bien la dimension politique et la dimension journalistique de cette histoire, le conflit d'un homme, bon, les conflits intérieurs que je peux avoir, le mélange entre la vie privée et les pressions, etc., quoi. Et voilà, je fais la part des choses aussi entre moi, ce que je suis, et ce que je deviens dans un album de bande dessinée, quoi. Mais donc moi, je suis très très fier de ce travail, quoi. Et je suis en train de travailler sur le 3 en ce moment, et je pense qu'on est en train de, on a créé quelque chose dont on peut être content, quoi. Et ce que je voulais dire par rapport au début de ton intervention, c'est qu'effectivement les avocats de Clearstream ont menacé Dargaud, et ça a créé l'effet inverse, c'est-à-dire que le PDG de Dargaud s'est pas laissé impressionner. Il a été assez échaudé. Je crois que ça l'a encouragé dans cette démarche-là. Et là, je dirais que c'est vraiment la démarche d'un éditeur. Mais au-delà de ça, ça devrait être la démarche d'un patron de presse, enfin d'un rédacteur en chef, ce qui n'a pas été le cas tout au long de l'affaire. Pas toujours, et assez rarement. Donc, on peut dire qu'à ce niveau-là, on demande à la BD, aux éditeurs de BD, de jouer un nouveau rôle par rapport à ce genre de projet. C'est-à-dire qu'ils vont porter, on va dire, un point de vue ou une vérité. Ils vont être ancrés dans l'actualité. Ils vont prendre des risques. Et en ce sens, je crois que notre projet a quelque chose de singulier en ce sens-là, parce que c'est pas fréquent non plus qu'un éditeur se dise aïe, là je prends réellement des risques, le risque d'aller au carton, quoi. Alors c'est déjà l'heure de la fin. Je vais vous poser donc la dernière question. Denis a très très bien répondu tout à l'heure. C'est une question que je voulais poser, mais j'ai pas pu parce qu'il a anticipé la réponse. Quel était selon lui l'apport de la bande dessinée par rapport à ses précédents travaux journalistiques et artistiques? Je vais vous poser la question à tous les deux. En fait, quel rapport vous entretenez avec la bande dessinée? Pourquoi ça vous est venu?
Et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui comme langage? Pour moi, la bande dessinée, comme on me le rappelle assez souvent, c'est fait pour les enfants et les crétins. Je crois que c'est vachement dur de communiquer avec des crétins et c'est très difficile de communiquer avec des enfants. Donc je ne m'offusque pas qu'on me dise ça, mais effectivement, la bande dessinée, dans la bande dessinée, il y a évidemment de l'image, c'est une tautologie. Ça parle, c'est violent, ça parle à une partie du cerveau. Il y a quelque chose de direct, il y a quelque chose d'animal, je crois, et qui correspond bien au crétin que je suis. Voilà. Et pour toi, Laurent? Je pense surtout que c'est un média qui manie en fait une chose qui est difficile à manier, qui est l'ellipse. C'est-à-dire qu'à chaque intercase, on crée un moment d'absence que le lecteur doit combler. Et en ça, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai apport du lecteur. Et je pense que chaque lecteur a un apport personnel, en fait. Il met de l'affect, justement, parce qu'il y a cet espace-là, en fait, de vide que lui doit combler. Et on est sur l'image figée. Enfin, il y a un vrai rapport, en fait, où on crée le mouvement. Et du coup, je pense qu'on laisse se développer vraiment l'imagination du lecteur. Et on l'amène vers des choses, mais on lui laisse une part de liberté, en fait, toujours.